Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, de qui aurais-je peur? Dieu Tout-Puissant, merci donc pour cet amour infini, sans cesse renouvelé à ma pauvre personne, ainsi qu'à mes collaborateurs. Nous sommes présents ce matin dans le cadre de votre émission Grand Jury, donc à ce plateau avec moi, deux autres confrères qui également ont la vie sauve grâce au Seigneur. Bien de choses donc à tous ceux qui ont recouvré la santé ce matin, à tous ceux qui se sont réveillés, à tous ceux qui n'ont pas pu se réveiller, à tous ceux qui également sont sur les lits des hôpitaux en train d'attendre le jour où ils vont pouvoir marcher de nouveau sur leurs deux pieds. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. Bonjour, et bien de choses également à tous ceux qui croupissent derrière les barreaux dans les prisons de Lomé à Saint-Cassé de par le monde. Bien de choses à vous qui pensez que le fait que votre séjour dure dans les prisons est peut-être la fin de votre parcours sur terre. Nous vous proclamons la liberté inconditionnelle. De quoi prendrait ça pour parole de prophétie? Mais Jésus a dit: croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Ce matin, nous allons aller à Anéro parce que l'édition 253 de EPIEP pour cette année suscite beaucoup de débats. Voilà, 353 de EPIEP et PSOSO donc suscite beaucoup de débats parce que ce qui s'est passé la dernière fois continue d'alimenter donc les colonnes des journaux et puis suscite beaucoup de réactions également, puisque la pierre prise pour perdue se retrouverait quelque part dans un couvent. Nous allons aborder le sujet, ce qui nous amène donc à allumer le projecteur sur les autorités morales, évêques, prêtres, pasteurs, révérends, apôtres, bishops. Quel rôle jouez-vous pour l'avenir de notre cher pays, le Togo? Nous parlons également des chefs traditionnels puisqu'ils sont tous des autorités morales. Nous sommes à vous ce matin et nous allons parler de CAP 2015 avec sa marche samedi dernier. Quelle lecture faire de cette marche? Nous allons également aborder plutôt un meeting samedi dernier. Nous allons aborder, si le temps le permet, la rentrée sociale de la synergie des travailleurs du Togo. Pourquoi une rentrée à quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines ou moins de 2 semaines de la rentrée scolaire? Quelle incidence donc de cette rentrée sociale sur la rentrée scolaire? Voilà donc les 3 sujets que nous vous proposons. Nous disons bonjour à Sir Adomayapor et à toute sa famille. Bonjour également à la famille Nyasimbe. Bonjour à la famille Fabre. Bonjour à la famille Bodjona. Bonjour à toutes les familles fidèles à cette émission Grand Jury. Autour de ce plateau avec moi ce matin, Idelphonse Apaki, il est le premier responsable de l'agence Togo Vision au Togo ici. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de KNTB. Et voilà, et notre second invité, vous l'avez déjà vu, ou pour vous qui nous suivez sur les ondes de la 102.7 FM, vous allez entendre sa voix quand il va vous saluer. Il s'appelle Ibrahim Acha, il est le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et voilà, nous vous rappelons que cette émission peut être suivie sur les ondes de Radio KNTB, la 102.7 FM à Lomé, les écrans de la télévision Espoir 47 dans la préfecture de Zion, la ville de Thiévi et donc le quartier Pali, ce qui nous envoie à dire bonjour à monsieur le maire Loglo Bruno Kossi Ameto Ouyona, et puis bonjour également à monsieur le préfet de Zion. Et nous sommes également suivis à Palimé via les ondes de radio VGK, à Néro via les ondes de radio Lumière. Certainement que ce premier sujet va intéresser dans les lacs. Alors, 353e édition de EPIEP, cérémonie à travers laquelle la pierre sacrée est prise, une pierre qui se fait accompagner de plusieurs messages. Cette année, la cérémonie, on va dire tout comme en 2012, la cérémonie a viré en bagarre. En 2012, c'était une prise de pierre transformée en lancer de pierre. En 2015, c'est une prise de pierre polémique qui est suivie donc de bagarre. Alors, Ibrahim Acha, quelle lecture vous faites de cette scène de samedi dernier? De samedi dernier, c'était vrai que le peuple guin s'est retrouvé pour commémorer une fois encore leur fête traditionnelle appelée EPIEP, c'est ça, donc la prise de la pierre sacrée. Et comme vous savez, la pierre ne se prend pas n'importe comment, il y a un rituel qui est suivi, et c'est à la suite de ce rituel qu'on prend la pierre et le message qui est inhérent quand même à cette prise de la pierre est aussi délivré, et ça permet à toute la communauté
gain, de savoir à quoi s'en tenir au cours de l'année, en tout cas, qui est en train de pointer son nez. Et ce rituel, comme il faut rappeler que ça marque le début d'une nouvelle année en pays gain. Donc, au cours de cette prise de pierre, selon les informations que nous avons eues, et c'est le prêtre qui va dans la forêt et qui, en communion avec les esprits, avec les dieux, en tout cas des divinités gains, en tout cas échange et prend en tout cas la pierre qu'il faut. C'est-à-dire que la pierre, c'est une manière pour le Fa de transmettre un message à la communauté. Donc, c'est ce qui se fait chaque année, comme vous venez de le préciser, ça fait la 353e édition. Et donc, c'est une cérémonie séculaire, ça ne date pas d'hier. Et je pense que les prêtres doivent être en mesure de respecter ce qui se fait et la transmission de ce rituel de génération en génération devait être fait en suivant une certaine norme et ne pas amener, comme nous le constatons aujourd'hui, à des manipulations et surtout à une certaine dénaturation de ce rituel. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'était une honte pour le peuple gain et nos frères et amis d'Aného nous ont dit sincèrement que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et il faut dire qu'il y a un mécontentement un peu partout et la façon dont les choses sont déroulées, ce n'est pas de nature à conférer une certaine sacralité à cette cérémonie que le peuple gain et nous-mêmes qui ne sommes pas de cette région, à un moment donné, nous croyons que vraiment les dieux d'Aného délivrent chaque année un message à la communauté et c'était des messages qui devaient les guider d'abord et surtout les amener à savoir à quoi s'en tenir au cours de l'année nouvelle. Et donc, ce que moi j'ai déploré, c'est qu'on a travesti les choses. Les politiciens sont passés par là et quand le politicien passe dans le couvent, vous savez que les politiciens sont des gens dont la moralité d'abord pose problème parce qu'ils sont prêts à tous les coups et pourvu que ce soit leur intérêt qui passe. Donc quand on voit un politicien dans un couvent, il faut savoir que en tout cas de participation et à la vie commune, parce que le politicien c'est ses intérêts avant tout, il ne vise pas l'intérêt supérieur de la communauté, c'est comment faire pour dominer les gens, c'est ça l'idée des politiciens. Donc avec ce à quoi nous avons assisté la dernière fois, c'est qu'il y a quand même un prêtre qui veut prendre le dessus de tout le monde et avec l'appui d'un politicien et vraiment ce n'était plus ce déception. C'était une déception. Oui, puisqu'on prend la pierre, aussitôt après la pierre disparaît et quelques jours après on apprend que sur la pierre les ondes du radio, on a dit que la pierre se trouvait dans un couvent. Est-ce que c'est le couvent qui est habilité à accueillir la pierre? C'est la grande question. Donc, il y a eu vraiment un peu de force là-bas, un peu en tout cas, ce n'était pas quand même beau. Ce n'était pas beau. Voilà, Ildefonse, 353e édition de EPEP. Et cette année 2015, on a assisté à une scène que l'on déploie, vous avez suivi tout à l'heure Ibrahim, une scène qui jusque-là laisse perplexe quant à la sacralité de cet événement. Oui, je voudrais avant d'aborder ce sujet essayer de faire une petite mise au point par rapport à mon titre de responsable de togovision.com. Très bien. Je voudrais, dans cette mise au point, saluer d'abord et remercier les Togolais de la diaspora qui nous suivent. Je voudrais remercier ces hommes et ces femmes qui, à travers les réseaux sociaux et les appels, les coups de fil, essaient de nous soutenir, essaient de nous faire des remarques, de nous donner des conseils, de nous faire des remontrances pour pouvoir parfaire le travail que nous sommes en train de faire.
ce sont ces compatriotes qui vivent dans ces États normaux, dirigés par des gens politiquement civilisés, et qui veulent que l'État togolais devienne un État normal. Je voudrais faire cette mise au point pour dire que il est vraiment malheureux que lorsque les compatriotes togolais qui en croient les autorités togolaises gouvernementales participent à plus de milliards à l'économie togolaise, quand ces hommes et ces femmes veulent échanger avec leurs compatriotes au pays, ils se rendent compte de la difficulté dans les communications. Vous voulez parler des appels téléphoniques. Et je parle surtout des appels téléphoniques. Et plus grave, qu'ils remarquent que lorsque vous appelez le Togo, ou vous appelez quelqu'un qui est peut-être catalogué, c'est un serveur qui répond avant que l'appel même ne vienne. C'est-à-dire que vous remarquerez que l'appel est écouté. Je voudrais leur dire que nous, le Très-Haut nous a fait grâce d'être journalistes, c'est-à-dire éveilleurs de conscience. Et dans la démarche, nous acceptons que pour que notre pays devienne un État normal, qu'il y ait ces genres d'échanges. Nous ne posons aucun acte subversif et nous n'avons nullement pas l'idée d'imposer, mais nous voulons que l'État togolais, nous voulons que la terre de nos aïeux ressemble à ces États normaux-là. Voilà pourquoi, même si la loi fondamentale togolaise fait obligation à l'État togolais de garantir le secret de la communication et de la correspondance, et qu'il se trouverait que quelque part nos téléphones et autres sont mis écoute, moi, cela ne me dit rien, puisque je suis journaliste et pris comme tel, j'œuvre pour la conscientisation et pour l'éveil des consciences. Je voudrais alors dire à ces compatriotes de ne pas hésiter, d'échanger avec nous, de nous faire des remarques, parce que nous ne sommes pas parfaits, de nous faire des remontrances et de nous montrer la piste, de nous guider. Donc, leurs appels sont les bienvenus. Qu'ils n'hésitent pas, parce qu'ils ont remarqué pour la plupart que lorsqu'ils nous appellent, on nous écoute. Je veux dire, saisir cette occasion pour dire à ceux qui nous écoutent que nous savons que nous sommes écoutés, mais nous continuons là-bas. En tout cas, c'est un sujet pertinent sur lequel nous pourrons revenir. Oui, bien sûr, nous allons revenir sur ce sujet, mais souffrez aussi que je vous dise qu'il y a une certaine paranoïa aussi qui entoure cette façon de dire qu'on est souvent mis sur écoute, on est souvent écouté, nos communications passent par des serveurs ou bien passent par des canaux qui ne sont pas des canaux ordinairement acceptés par les opérateurs de téléphonie mobile ou bien les opérateurs de la téléphonie fixe. C'est souvent des aléas techniques qui font que certaines fois quand vous appelez, il y a souvent des répondeurs, puisque j'en ai été victime. Il y a des frères qui ont tenté plusieurs fois de m'appeler depuis les États-Unis, mais ils n'ont pas pu me joindre. Et pourtant, mon portable était allumé. Donc après, quand ils ont pu me contacter... Ils peuvent aussi, avec votre numéro, envoyer des messages à d'autres personnes. Tout à fait. Non, mais moi je me dis qu'il y a quand même au niveau de la technique des choses que les gens ne maîtrisent pas. On va y revenir, je crois que... Mais une fois arrivé aussi, d'appeler, je mets un appel sur un numéro, mais l'appel va tomber sur un autre. Donc c'est ça, ça veut dire que c'est le problème de la technologie, de la technique. Et il faut savoir qu'à chaque fois que l'homme, on remplace l'homme par une machine, il y a souvent des désagréments. Très bien, on vous comprend, et puis il faut quand même dire que certainement que ce sont ces désagréments qui passent par le fait qu'on soit au Togo et qu'on reçoive des messages de RTL nous souhaitant bienvenue au Ghana. Alors, nous revenons à Epe. Oui. Voilà. Oui, je vais abonder dans le même sens que Ibrahim en abordant le sujet de Epe. Vous savez, c'est vraiment ignominieux et le monde nous regarde avec dégoût. Dégoût? Parce que nous aimons notre tradition. Parce que nous avons sabordé notre tradition. Sabordé? Parce que nous sabordons nos traditions. Surtout lorsque le politique y met le pas. C'est bonjour les dégâts.
Vous savez que... Qu'est-ce que vous mettez dans politique? Parce qu'Ibrahim l'a dit non, tantôt. je vais le dire tout à l'heure. Oui. Vous savez, je suis une partie gain parce que ma maman fait Afika Yakakovi de Ganéo et elle est de la préfecture des Lacs et moi-même je suis de la préfecture de Logou. Et donc tout ce spectacle désolant qui a été produit la dernière fois m'a fait aussi honte. Vous savez, depuis une certaine période, tout ce qui a trait à la tradition, aux us et coutumes, à la culture au Togolais, tendent à la dénaturation. On a tout dénaturé. Je ne peux pas comprendre que, comme il a dit tout à l'heure, que c'est une tradition séculaire qui a commencé, ça fait des années. 353. Ça fait des années. Et que quelques années plus tard, qu'on se rend compte qu'on a tout bafoué, qu'on a tout sacrifié sur l'autel des intérêts politiques. Vous savez, depuis que, et c'est là où je reviens sur la question, depuis que le politique, en commençant par les dirigeants togolais, ont voulu imposer, je dis bien, et je pèse très bien mon mot, imposer un certain nombre de chefs traditionnels à certaines localités, à certaines populations données, vous allez remarquer que partout, il y a des remous. Partons du fait que la lignée impose au rituel d'être respecté. Et quand ce n'est pas respecté, il y a des conséquences. Voilà. J'ai voulu parler des dieux. J'ai voulu dire que les dieux se fâchent. Et que ça, c'est le message principal de la pierre, la 353e. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans presque toutes les traditions, il y a des problèmes. Le spectacle désolant de la dernière fois de Épéique, où on a vu cette pierre-là. Moi, je n'ai jamais vu la pierre tacher la main. Mais vous devez, quand vous voyez les photos, la pierre sous l'hysope, d'ailleurs la couleur qui tache l'hysope et qui tache en même temps les mains de cette personne-là qu'il a en main, mais on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a encore du sérieux dans cette histoire-là qu'on dit ou bien qu'on qualifie ça peut être normal. Vous n'êtes sans savoir que lors des rituels, on utilise également, il y a des sortes de craies qu'on utilise pour un peu décorer les prêtresses et tout. Non, mais comment se fait-il que les années précédentes, on n'a pas remarqué cela et que cette année, contre toute attente, la couleur de la pierre a été arborée de foulards à la couleur de la pierre. Concours de circonstances. Mais il faut à un moment donné qu'on retourne aux racines. Il faut à un moment donné que retourner aux racines. Les responsables politiques de ce pays cessent de foutre le bordel, même dans les traditions. Parce que les conséquences que cela engendre, aujourd'hui, si eux, ces dirigeants-là ne le savent pas, peut-être ceux-là qu'on emploie, parce que les investigations ont fait état de ce que les politiques sont passés par là et l'argent est passé par là aussi. L'argent est passé par là. On a acheté la conscience de ces prêtres vaudous-là qui sont quelque part qualifiés de gardiens des us et coutumes. Ces gens-là sont encore de vrais gardiens des us et coutumes. Quand on fout le bordel dans la tradition, vous allez voir des chefs traditionnels. Dans certains pays, quand on les annonce, on sent très bien qu'il y a une autorité morale qui vient. Mais au Togo, ce n'est pas ça. On en a vu au Burkina avec le Mouronaba, on a vu au Ghana avec le roi Ashanti, on en voit par ailleurs au Bénin, on en voit également au Nigeria. Même au Togo, avec le Tobéani de Tado, autant pour moi. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'immoralité a envahi tout ce que nous avons? Les chefs traditionnels
qui appellent leurs sujets à voter pour un candidat. Comment un chef traditionnel? Parce que, justement, c'est là où je dis que la politique est passée partout. Il a été chef parce que ceux qui dirigent aujourd'hui ont voulu l'imposer. Il y a tout ça là qu'il faut régler. Mais donc c'est tout ça qui concourt selon vous à ce spectacle décevant auquel on a assisté la dernière fois. C'est même décevant, c'est moins dire. Hein. C'est moins dire parce que c'est vraiment ignominieux. Il faut le dire. Il faut essayer de revoir les personnes âgées. Ces personnes qui ont une probité et une moralité digne de ce nom pour essayer de corriger ce qui se passe dans ce pays-là. Il le faut. Très bien. Ibrahim, tout à l'heure, vous avez parlé des politiques qui font des pas dans les couvents, ce qui changerait l'allure donc des rituels qui marquent la tradition et la source ancestrale donc des communautés. Aujourd'hui, quel peut être le danger si tant est que cela était vérifié réellement? Non, mais le danger, c'est par exemple, la scène à laquelle nous avons assisté la dernière fois, c'est-à-dire que c'est le cafouillage. Les gens ne vont plus croire à cette tradition. Parce que la tradition, comme le disait si bien mon confrère Ildefonse, est dénaturée. Quand c'est dénaturé, ça n'a plus son essence. Donc personne ne peut plus se fier à ce genre de cérémonie. Ça devient, comme nous le disons, une comédie jouée et ça n'a plus son caractère sacré. Voilà, c'est ce à quoi nous allons assister. Et il faut dire aux politiciens que même si vous êtes bien avec les prêtres vaudous, ou bien vous voudrez que les prêtres vaudous soient quand même en phase avec votre politique, n'essayez pas d'aller dénaturer ce qui est sacré à toute la communauté. Les politiciens passent, et quand un couvent se permet de se laisser à un politique, c'est que la postérité est mise en cause. En danger également. Et en danger. La postérité est mise en danger. Donc il faut éviter les intérêts pécuniaires, les intérêts d'ici-bas, en tout cas les quelques paquets de millions de billets de banque qu'on distribue. Il faut éviter en tout cas de regarder ces paquets de millions qu'on distribue là et ne pas mettre en péril toute une tradition. C'est ça. Toute une tradition. L'essence même de la communauté, c'est, je peux dire que le cœur de notre communauté. Ce qui s'est passé la dernière fois à Anéron, et depuis un certain temps, si la pierre n'est pas de couleur blanche, elle est de couleur bleue. C'est dommage. Il faut éviter quand même de profaner, en tout cas, nos divinités. Ce que le Fa a dit, richesse ancestrale. Ce que le Fa a dit, ce que le Fa a dit, ce que les divinités ont dit, il faut transmettre intégralement le message. S'il y a des cérémonies à faire et qu'il y a, en tout cas, on est en manque de moyens, on peut faire appel à certaines personnalités parce que cela y va de la vie, de l'intérêt même de la nation, et des populations. On peut faire appel à certaines personnes, même aux politiciens. Là, ce ne sera plus la politisation. Non, ce n'est plus la politisation. Mais lorsqu'on veut célébrer une fête traditionnelle, on attend que tel politicien envoie de l'argent ou bien c'est sponsorisé par ceci. Mais c'est dommage. Depuis qu'on sponsorise, depuis qu'on sponsorise, je ne sais pas, une cérémonie, un rituel, une tradition. Non. Et il a parlé de l'accoutrement. Mais c'est dommage. Nous avons appris que c'est lorsque le prêtre va dans le couvent, dans la forêt et sort avec la pierre que toute la communauté commence par connaître la couleur de la pierre. Ce n'est jamais connu d'avance. Non, ce n'est jamais connu d'avance. Donc cette fois-ci, j'ai rencontré quelqu'un qui m'ont dit que la couleur n'est jamais connue d'avance. Mais la dernière fois, l'accoutrement et par alchimie et tout ce que les gens arboraient montrait que la couleur est connue d'avance. Et si vous êtes quelqu'un qui veut faire une analyse objective, vous comprenez que les politiciens sont passés par là. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, Ildefonse, de corruption de la tradition? La corruption de la tradition. Au-delà même de la corruption, il faut parler de l'escroquerie de la tradition. L'escroquerie? Oui.
Parce que, comme il a dit... La solution ne sera plus internationale. Et comme il a dit ici bien Ibrahim, comment peut-on savoir que la pierre aura une couleur bleue? Peut-être que le phare l'a révélé. Non, on l'a dit tout à l'heure, la couleur n'est pas connue d'avance. Mais contre toute attente, et ceux qui sont, il y a certains parmi eux qui sont allés dans la brousse chercher la pierre, et parmi les hôtes de marque, parmi les prêtres vaudous, les prêtresses, mais quelle a été cette alchimie-là qui a fait que cette couleur a été arborée par tout le monde? Et une couleur qui n'est pas habituelle au couvent. Une couleur qui n'est pas... Justement, parce qu'au couvent, c'est le blanc, c'est le noir ou bien c'est le rouge. C'est tout. Ouais. Mais ce qui est encore grave dans tout ça, vous savez, quand on appelle quelqu'un prêtre, en latin, prestus, c'est ancien. C'est pourquoi ceux qui font ces genres de pratiques, ces genres de rituels... C'est des personnes âgées. Voilà. Des sages. Des sages. Mais on ne peut pas comprendre qu'à Glidi-Koudi, la dernière fois, il y a eu des échauffourées provoquées par des bagarres. Mais c'est des jeunes ici. On a vu une couche majoritairement jeune qui s'est accaparée la rituelle. Il faudrait d'abord que les personnes âgées arrivent à taire leur querelle pour ne pas provoquer les jeunes. Puisque les jeunes savent très bien qu'il y a eu deux camps rivaux. Ces camps-là ne sont pas arrivés à s'entendre. Et moi, j'ai été très malheureux d'entendre la veille un communiqué du gouvernement appelant tout le monde au calme. Et malgré que ce communiqué est passé... C'est ce qui est une bonne chose, parce qu'il faut assurer la sécurité et la protection civile. Je salue cela. Parce que c'est ça qui nous a permis à nous, journalistes, de savoir qu'effectivement que toutes les informations qui nous parvenaient de Glidi-Koudi étaient confirmées. Confirmées par le communiqué du gouvernement. Qui avait péri dans la demeure. Il y avait péri dans la demeure. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, mais comment se fait-il que ce rituel qui a commencé il y a 353 ans, qui n'a jamais connu d'échauffourée, de bagarre, qui n'a pas connu le sens inverse, où on prend la pierre, où c'est les pierres qu'on jette. Pourquoi ça doit arriver si la tradition n'a pas été sabordée? Mais les investigations, j'ai dit que des enveloppes à hauteur d'une centaine de millions ont été données. Et c'est cela même qui a encore provoqué le différend entre les deux camps. Mais comment se fait-il qu'on peut être dans un pays où on veut politiser tout? Même la tradition, on l'a sabordé. J'ai dit tout à l'heure, un chef traditionnel, il est bien respecté. Et le chef ne parle pas au nom d'une formation politique donnée. Parce que ces administrés sont censés être, pour la plupart, de différentes formations politiques. Mais au Togo, on a remarqué que depuis que le pouvoir public a bien voulu instituer un chef, là, ou bien durant les périodes électorales, c'est un chef traditionnel qui appelle surtout à voter pour le candidat au pouvoir. Mais vous voyez comment on a sabordé et les us et les coutumes et les traditions sur l'autel des intérêts politiques. Il faut que ça cesse. Parce que ce qui se passe là, et qui n'est pas du tout encourageant, doit être découragé pour que les années qui viennent, nos traditions retrouvent leur valeur et compétence. Voilà, la tradition retrouver valeur et compétence. Ibrahim, aujourd'hui, c'est vrai que quand on en entend parler ailleurs, sous d'autres cieux, même vous faites un tour, quand on cite des prophètes Mahomet, on cite des prophètes Élie, il y a plein de prophètes, c'est des gens qui sont craints parce qu'ils sont en contact avec Dieu. Des gens qui parlent au nom de Dieu, et quand ces personnes se pointent quelque part et parlent, s'il y avait la bagarre, on retrouve la paix. S'il y avait les maladies, on retrouve la santé. S'il y a la mort, on retrouve la vie. Mais aujourd'hui, amer constat que d'évêque jusqu'au dernier serviteur du couvent, on a comme l'impression que la valeur réelle de ces personnes n'existe plus.
Oui, nous avons pointé du doigt le côté, disons, manipulation politique. Nous avons dit que les politiciens est-ce que c'est seulement ça sont rentrés aussi dans le jeu. Et vous savez que le politicien, c'est quelqu'un qui fait feu de tout bois. Il utilise tous les moyens pour arriver à ses fins. Donc, s'il peut passer par un couvent, s'il peut passer par une congrégation religieuse pour pouvoir atteindre ses objectifs politiques, je pense qu'il n'hésiterait pas à le faire. Puisque en politique, excusez-moi, certains disent que la moralité n'est pas toujours la bienvenue. Et outre ce côté politique, il faut aussi dire que les prêtres doivent faire montre de conscience, je ne dirais pas professionnelle, mais de conscience religieuse. Pourquoi je l'ai dit, c'est quand on est aussi cupide, on aime l'argent, et il souffre aussi qu'on soit vraiment sujet à ces genres de manipulation et à ces genres de récupération. Parce que quand vous prenez un peu, nous venons d'évoquer le cas d'Anéhor, où il a été question, et selon les informations qui circulent actuellement, que des paquets de millions de billets de banque sont allés dans certains couvents. Si ces prêtres avaient fait montre d'une certaine conscience, d'une certaine probité, je pense que les millions-là n'allaient pas influencer le message de divinité. Tout à fait. C'est parce qu'ils sont cupides, ils ont, comme on le dit, donné le flanc. Est-ce que vous voulez nous dire qu'on leur a intimé l'ordre? Non, on ne leur a pas intimé l'ordre. Ils ont voulu faire plaisir à celui qui a envoyé de l'argent. C'est quand on est en fabriquant des messages? Mais, bien sûr, puisque si la fête est sponsorisée, le caractère sacré pour protéger l'image du sponsor. Donc il faut maintenant mettre en avant le sponsor. C'est ce qui s'est passé. Or le sponsor peut-être, lui ne demandait pas ça. Lui il a fait peut-être un coup de main, mais les autres ont pensé que si on ne le fait pas ainsi, la prochaine fois, il ne le fera plus. Non, mais est-ce qu'il y avait dans le temps un coup de main? Est-ce que c'est comme ça se faisait? Non, vous savez, nous sommes dans une communauté où... il y a la globalisation, la mondialisation. Oui, bon, la mondialisation, mais au fil du temps, les besoins sont devenus beaucoup plus monétaires. Avant, par exemple, pour faire de telles cérémonies, on avait besoin peut-être des chèvres, des moutons, mais la communauté se décide et on trouve ça facilement parce qu'il y avait des gens qui faisaient des élevages, il y avait, si on cherche le mil, parce qu'il y avait l'agriculture qui était très florissante, donc on pouvait trouver aussi facilement le mil auprès de la communauté. Bon, maintenant, avec l'évolution des choses et que la culture aussi, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas et ce n'est plus le cas, c'est l'argent qui prend le dessus maintenant. Il faut de l'argent pour faire des cérémonies. Donc ça fait que ça facilite l'entrée. Quand vous arrivez dans une communauté où c'est l'argent pour organiser une telle cérémonie, il faut beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cadres de la localité? Surtout les gains, on parle et il se passe que le plus souvent, ce sont ces cadres de la localité qui sont les plus vus et qui investissent. Quand eux ils investissent, il faudrait qu'ils fassent, qu'ils tirent des intérêts, du bénéfice, qui puissent aussi plaire à leurs mentors. Quand vous parlez de cadres, c'est que les cadres ont leurs mentors, ils ont leurs parrains, ils ont ceux qui les positionnent. Donc s'ils font tout cet investissement et ça ne rapporte rien aux mentors qui les a plutôt positionnés, vous comprenez que ils diront que... Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Je ne dis pas que c'est comme ça, cela doit être fait. Mais je rappelle que voilà tout ce qui entre en ligne de compte et qui fait que nous assistons à ce genre de comportement que nous tous nous déplorons. Donc ce qu'il faut demander maintenant, c'est que les gens fassent preuve de probité, que les gens respectent la tradition, même si ils ont des acquaintances avec des politiques, que ça s'arrête à l'entrée du couvent. Quand vous rentrez dans le couvent, vous êtes maintenant dans la réalité. Parce que le drame, quand le politicien rentre dans le couvent est saccagé et les répercussions, les conséquences sont incalculables. Tout de suite, les gens vont dire que non, bon, mais c'est rien. On a jeté la pierre, on a pris la pierre, il n'y a pas de problème. Mais si tant est que la divinité gagne, le Dieu gagne, veut se venger parce que on n'a pas respecté sa parole, on ne l'a pas respecté.
je vous assure que les conséquences vont pleuvoir. Et là, ce ne seront plus des millions, les petits millions paquets de billets de banque qu'on a amenés pour travestir les choses, qu'on va chercher pour arranger les choses, mais ce serait en termes de milliards et en termes de sacrifices que, en tout cas, excusez-moi, inimaginable que je ne saurais pas apprécier et avancer. Non, mais je voudrais ajouter quelque chose à ce que Ibrahim a dit tout à l'heure, en essayant de nuancer un tout petit peu, surtout quand je parle de cadre de la localité. C'est au Togo que nous avons cette habitude-là de ne pas engager, je le dis bien, parce que le dernier rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme, publié en 2013, puisque c'est le dernier rapport, sur l'administration togolaise, fait état de ce que ce ne sont que les membres de l'UNIER qui ont accès aux emplois. Et quand nous parlons de cadre aujourd'hui, parce qu'on a dit tout à l'heure, moi j'ai dit tout à l'heure que, mais est-ce que les cadres de la localité ne peuvent-ils pas? Et on a dit justement, c'est parce que ces cadres-là interviennent, c'est pourquoi, tout en voulant faire plaisir à leur mentor, on détourne, on travestisse la réalité des choses. Mais ailleurs, les cadres ne sont pas seulement d'une seule formation politique. C'est ce que j'ai voulu faire ressentir. Les cadres d'une nation ne sont pas l'émanation d'une seule formation politique. Mais malheureusement au Togo, où nous clamons la réconciliation, où nous clamons le civisme et la citoyenneté, quand vous n'êtes pas, je vous dis bien, je le dis et je l'assume, quand vous n'êtes pas avec ceux qui dirigent, vous n'avez pas droit à cela. Est-ce que vous avez une foi? Est-ce que vous connaissez un homme politique de l'opposition? Permettez, est-ce que c'est pas le contraire? Parce que la dernière fois, quand je reviens un peu à Tablibo, lorsqu'il s'était agi de l'explosion à l'usine Ouassem, quand on a appelé les cadres, on a vu quand même d'éminentes personnes de l'opposition. Notamment, on a vu Agbouomé Kodjo, on a vu Maître Paul Dodi à Pévon, on a vu l'homme de la CPP, Francis Ekon, qui figurait bel et bien dans le lot des cadres de cette localité, mais qui sont de l'opposition. Oui. Je voudrais, pour ce qui concerne Maître Apévon, avec tout le respect que j'ai pour Maître Apévon, dire aujourd'hui que la position de sa formation politique, tout le monde le sait. Mais je ne serai pas tendre en l'avers de M. Agbouomé Kodjo. Vous savez sa position aussi. Et comment? Vous savez la position de M. Francis Ekon. Le président national de l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire au but. Vous savez, qui a été membre du FRAC, membre du CST, membre également, on va dire, qui a fait le parcours avec l'opposition. Je ne voudrais pas dire certaines choses, mais si vous m'obligez à les dire, je vais les dire. Quand vous prenez M. Agbouomé, par exemple, qui, vous avez cité un certain nombre de regroupements politiques tout à l'heure auxquels il a adhéré, mais il a adhéré au finish, il est devenu quoi? Mais moi, je ne peux pas vouloir quelque chose de son contraire. Vous ne pouvez pas adhérer à ces regroupements politiques qui se disent ou qui se réclament de l'opposition et qu'à la veille d'une élection présidentielle où vous mettez le cap dans votre village natal, que vous rassemblez les gens et que vous dites que si c'est Jean-Pierre Fabre, il ne passera pas. Et vous demandez, vous dites que vous êtes de l'opposition et vous demandez aux natifs de votre localité de voter pour le candidat au pouvoir. Ça, c'est comme ça on s'oppose. C'est pas ça. Monsieur Francis Ekon, je n'en parle pas parce que, bon, écoutez, par respect pour son âge, ce ne sont pas des exemples, mon frère. Ils ne sont nullement pas des exemples, surtout politiquement parlant. Parce que la politique voudrait, même si nous mettons entre guillemets la négation de la morale, il faut des gens qui ont une probité. Et quand nous parlons de probité, la morale s'invite toujours. Mais c'est quoi? C'est quel héritage? Ces personnalités-là que vous avez nommées tout à l'heure, c'est quel héritage ils donnent? Ils réservent à la jeunesse, aux générations futures. Maître Apévon, sa formation, le cas
à la veille de la présidentielle, a demandé qu'on n'aille pas aux élections. Mais pendant tout le temps que le CAR prônait le boycott, les membres du CAR étaient représentés dans les CELI. Étaient au service de l'État. Attention, mais au service de l'État. Est-ce que vous savez que le vote est un devoir civique? C'est écrit. Quand vous demandez aux populations de ne pas aller faire valoir leurs droits civiques, et que dans le même temps vous dites que la présence dans les CELI est un devoir, quelle est cette élection-là dont vous allez organiser tout en demandant aux autres de ne pas y participer? Mais c'est le non-sens. Ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Très bien. Nous faisons ainsi la transition par rapport au CAP 2015. Nous parlons des politiciens qui interviennent souvent dans les histoires de la tradition. Et nous avons toujours dit que certains politiciens le font parce qu'ils veulent aussi tirer des bénéfices pour leurs mentors. Et c'est le même cas. Quand vous prenez Tablebo, il ne faut pas qu'on se voile la face. Avant qu'ils n'aillent célébrer leur fête traditionnelle, Maître Aboibo doit être présent. Et le plus souvent même, sa présence est très remarquée. C'est un grand cadre du milieu. Et certaines indiscrétions font état de ce que Maître Aboibo influencerait aussi la fête traditionnelle là-bas. Et vous savez que M. Aboibo est de l'opposition. Donc ce n'est pas toujours les gens du pouvoir qui influencent quoi que ce soit. Mais disons, les politiciens, on les retrouve un peu partout. Et je vous dis que si vous prenez un politicien, rangez-le dans une case où vous pouvez mettre les politiciens de tous les bords politiques. Ils sont les mêmes. Il n'y a aucun politicien qui est meilleur que l'autre. Ils sont les mêmes, ils ont les mêmes caractéristiques. S'ils trouvent la petite occasion de s'illustrer, vous verrez qu'ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Très bien. Et nous faisons ainsi la transition par rapport au CAP 2015, comme Ildefonse en a parlé tout à l'heure, avec le CAP qui était en meeting samedi dernier, pour relancer un peu, remobiliser les troupes par rapport à la lutte démocratique en ce qui concerne l'alternance. Quelle lecture vous faites de ce retour? Oui, je pense que remobiliser la troupe, c'est une très bonne chose, parce que après une élection présidentielle où on n'a pas fait score honorable, où on n'a pas fait une bonne moisson, il faudrait quand même revenir, remobiliser les gens et reprendre la lutte et se dire que cette fois-ci, ça n'a pas été la meilleure occasion et que la prochaine fois, ça serait bien. Et donc, il faut remobiliser les gens, réadapter surtout les stratégies par rapport au contexte politique actuel et voir éventuellement comment exercer le maximum de pression pour améliorer certaines choses. Étant donné qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains dysfonctionnements qui ont concouru à sa défaite. Donc, si on doit se focaliser sur le décor que je venais de planter, je pense que la dernière sortie de Jean-Pierre Fabre devait être une sortie qui devait commencer par mobiliser les gens et commencer par donner les perspectives aux militants, dire clairement ce que le parti entend faire et ce que le parti entend entreprendre pour que la lutte entreprise puisse être un jour couronnée de succès. Mais la dernière fois, sans vous mentir, le message qui a été délivré la dernière fois, c'était du déjà vu. C'est toujours la même rengaine, c'est toujours la même chose. Et ce qui a été déplorable, c'est que le CAP 2015 et son candidat sont restés dans le passé. Les élections sont déjà rangées dans les placards. Quand nous parlons de la présidentielle de 2015, en tout cas, ça fait partie du passé aujourd'hui, puisqu'il y a déjà un président qui est en fonction, un gouvernement, il a déjà formé son gouvernement a commencé par travailler, et le pays est déjà en marche, et en termes politiques, il y a déjà un président légalement élu et légitimement en fonction. Donc, quand je me base sur ces faits, j'ai dit que le message de CAP 2015 devait être un message qui devait être en termes de stratégie, en termes de remobilisation et en termes de repositionnement
sur la scène politique nationale. Mais quand on reste dans le passé, on dit on nous a volé nos élections, on nous a volé notre victoire, on ne reconnaît pas tel président. Ceci-là, il faut qu'il quitte avant qu'il y ait la démocratie. Non, je pense qu'on n'est pas en train de remobiliser les gens. On est plutôt en train de décourager. Et si on est vraiment dans une stratégie d'aller en avant, je pense qu'on doit commencer par mettre les bouchées doubles, mettre le maximum de pression et surtout évoquer des thèmes qui intéressent véritablement les militants. Très bien, et puis le sujet, vous l'avez repris à la une de votre parution du 15 septembre dernier quand vous écriviez « Meeting de CAP 2015 à Blogamé, Jean-Pierre Fabre peine à convaincre ». Alors, Ildefonse, par rapport à cette sortie de CAP 2015 qui remobilise les troupes par rapport à la lutte à mener pour, dit-on, arracher la victoire volée. Je fais remarquer que l'opposition togolaise n'a pas opté pour un rapport de force. Parce que en politique, c'est un rapport de force. Mais s'il doit avoir un rapport de force au Togo, je suis sûr qu'au lendemain de la présidentielle de 2015, il y aura du sang au Togo. Quand on me dit aujourd'hui que celui que la CENI a appelé comme étant le vainqueur de cette présidentielle, c'est lui le vrai vainqueur, je souris. Et j'ai toujours dit les conditions dans lesquelles les résultats ont été donnés ne respectent pas la loi électorale. Si seulement ces conditions-là respectaient la loi électorale et que tout le processus a suivi comme cela se doit le code électoral, je saluerais le vrai vainqueur. Aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face. La géopolitique nous a montré qu'au Ghana, voisin, il y a eu une présidentielle. Le Ghana n'a jamais connu d'élection présidentielle contestée, mais la dernière a été contestée. Pendant 8 mois, les Ghanéens ont attendu. La justice s'est prononcée avant que le nouveau président ne soit installé. Vous savez ce qui s'est passé au Togo? À part tout le jeu immonde que la CENI a réalisé à travers M. Tafa Tabiou, la Cour constitutionnelle n'a pas respecté le délai constitutionnel requis qui devait permettre. Mais il n'y a pas non plus eu de recours, ça il faut... C'est ce que je dis. Le délai n'a pas été respecté. Pour faire des recours, il faut que les recours se fassent dans un temps donné, dans un temps donné par la Constitution. Mais le délai constitutionnel n'a pas été respecté. Tout a été fait à la va-vite. Et vous avez vu, aujourd'hui, quand on nous dit que c'est du déjà vu, dans ce qui s'est passé la dernière fois, moi je voulais juste relever quelque chose. Ce qui s'est passé et qui a été mis noir sur blanc dans un communiqué que j'ai lu, en tant que journaliste, ayant fait l'analyse de tout ce qui s'est passé dans notre pays, le Togo, sur la terre de nos aïeux, depuis l'amorce du processus démocratique jusqu'aujourd'hui, c'est que quand vous prenez de 1993 jusqu'en 2015, toutes les élections, surtout présidentielles qu'on a eues, ont été émaillées de fraude. Si la communauté internationale ne dit pas que l'élection est sortie de son cadre légal, comme ce fut celle de 1998, c'est que on se rend compte que le résultat donné par l'institution chargée d'organiser, de superviser, de donner les élections a toujours failli. Et aujourd'hui, ce que je relève et qui me met la joie au cœur, pour dire que actuellement, comme les premiers dirigeants de ce pays le disent, de respecter la citoyenneté, c'est que le CAP 2015 a opté traduire, intenter en justice tous ceux qui ont été à l'origine de ces fraudes-là. C'est déjà un pas pour dire que les juges qui ont été présidents de CELI, qui se sont mouillés en délivrant des procurations en blanc, alors qu'ils sont des hommes de droit, qui ont pu participer à ce gangstérisme électoral-là, ces chefs traditionnels, on l'a relevé tout à l'heure, qui ont essayé
de monnayer le vote de leurs sujets. Et tous ceux et celles qui ont participé à cela, il faut qu'ils répondent un jour. Ça, ce n'est pas un déjà-vu. Je crois que pour le Togo de demain, il faut avoir des gens honnêtes. Pour le Togo de demain, il faut avoir de véritables patriotes. Nous ne pouvons pas construire notre pays quand on voit que ceux qui ont déjà, je l'ai toujours dit, 60 ans, 70 ans, se livrent à des jeux malsains. Politiquement parlant, ce n'est pas sérieux. Et quelle est cette nation que nous sommes en train de construire? Quel est cet héritage que nous voulons laisser aux générations futures, si tant est qu'on se rend compte que toutes les fois qu'on parle de réconciliation, de civisme, de citoyenneté, les actes ne sont pas ce que les paroles demandent. Ce n'est pas ça. On ne construit pas un État comme ça. Donc ce n'est pas du déjà vu. Il faut intenter ces personnes-là. En tant qu'éveilleur de conscience, je voudrais que d'ores et déjà, que ça se passe pour que le Togo retrouve ses notes de noblesse, pour que le Togo devienne un État digne de ce nom, pour qu'il n'y ait pas de voleurs, pour qu'il n'y ait pas de détourneurs, pour qu'il n'y ait pas d'acheteurs de conscience et autres. Très bien, on vous a assez compris rapidement, le temps est un peu parti. Nous allons parler de la synergie des travailleurs du Togo. Ibrahim, la synergie a effectué sa rentrée sociale la dernière fois, c'était à partir d'une conférence débat et puis d'une assemblée générale. Quelle lecture vous faites de cette rentrée? Parce que nous sommes pratiquement... si vous permettez une petite... quelques secondes par rapport à ce que Delphonse venait de dire, c'est que le plus souvent les politiciens togolais nous ont habitués aux effets d'annonce. Et il faut vraiment faire attention à certaines de leurs déclarations. Delphonse semble s'enthousiasmer de ce que CAP 2015 a annoncé la dernière fois qu'il devait intenter en tout cas des procès, il devait ouvrir une procédure judiciaire contre certaines personnalités. Mais moi, je voudrais aussi te dire que dans ce pays aussi, nous avons vu l'ANC qui, à un moment donné, est allé à Bruxelles pour intenter un procès contre la firme ZS parce qu'il y avait des choses. C'est resté où? C'était du cinéma. Et aussitôt après, ils sont revenus, ils sont allés aux élections avec les mêmes logistiques déployées par les ZS. Vous voyez? Donc il faut éviter quand même de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut être en mesure de traduire dans les actes ces décisions, comme vous venez de le dire. Et le phénomène de la CENI, pour terminer, ce n'est pas Tafa Tabiou seul qui allait proclamer les résultats. Ça a été un travail collégial. Et c'est à la suite de ce travail qu'il est venu pour présenter le fruit du travail collégial. Si entre-temps, Ibrahim, quelqu'un s'est senti, peut-être à un moment donné, il se disait qu'il était le représentant des candidats et qu'il voulait, au lieu de travailler pour la CENI, il s'est mis dans la peau de militant pour entacher le travail sérieux, le travail scientifique qui a été fait par l'équipe de la CENI. Donc il faudrait aussi dire que cette personne a voulu s'illustrer. Mais les Togolais reconnaissent qu'il s'est illustré négativement et il a fait la honte de la République. La synergie. À la synergie. Non, mais je voulais maintenant à la synergie. Je voulais tout simplement. Vous aurez la parole tout à l'heure. Comme vous le savez, les syndicalistes, ils avaient un temps de répit, c'était en tout cas calmé. Le temps de revoir comment les choses devaient aller. Il y avait aussi les élections qui ont amené cette synergie à suspendre ces manifestations. Mais la dernière fois, lors de leur assemblée générale, on se dit que c'est une rentrée syndicale et ils sont revenus sur des thématiques et on voit qu'ils sont très déterminés quand même à revendiquer et à réclamer le droit des travailleurs. Et c'est cette remobilisation qui nous donne espoir qu'ils vont continuer quand même par exercer le maximum de pression sur le gouvernement pour que les conditions de travail et de vie des fonctionnaires togolais soient améliorées. Et cette détermination qu'on a lue de leur part doit, à mon avis, et c'est la position de Temps Nouveau, se faire dans un cadre républicain, qu'on n'aille pas dans le sens de défiance de l'autorité
qu'on n'aille pas dans le sens d'organiser des manifestations qui sont de nature à troubler l'ordre public, mais que ce soit des manifestations réfléchies, que ce soit des réclamations qui suivent quand même un processus civilisé et qui suivent une méthodologie qui puisse quand même faire école en matière de lutte syndicale. Voilà, Ildefonse, vous avez maintenant la parole. Oui, je voudrais juste rebondir sur un petit truc que Ibrahim a dit par rapport à la CENI. J'ai pu avoir les images vidéo de la dernière conférence de presse de M. Tafa Tabiou, dans laquelle M. Tafa Tabiou lui-même disait qu'il a instruit les 2 rapporteurs à terminer le travail. Mais la loi électorale ne demande pas ce que M. Tafa Tabiou a dit aux 2 rapporteurs. La loi électorale demande à ce que le travail se fasse collégialement par les membres de la CENI qui ont prêté serment. C'est pourquoi ils ont prêté serment. Et la loi électorale exige que les résultats soient validés en une plénière. Mais quand vous nous dites aujourd'hui que... Mais il y a eu un PV. Ce qui a été... Des PV tronqués. Non, pas tronqué. C'est certaines personnes qui ont refusé de signer. En tout cas, c'est un politique. Nous sommes en train de débattre. Artificiel refusé de pour saboter le processus électoral. Au niveau de la CENI, je vais vous rappeler que nous sommes en train de déborder. Ibrahim, vous aurez la parole. Ibrahim, les gens ont voulu. Ibrahim, s'il vous plaît, au-delà des prérogatives. Ibrahim, s'il vous plaît, Ildefonse, c'est ça qui est bref et précis. Ibrahim, je suis obligé de vous couper, je suis obligé de vous arracher la parole. Ildefonse, vous avez la parole, mais soyez bref et précis. Dans le sens du patriotisme. Ibrahim, s'il vous plaît, voilà, Ildefonse, soyez bref et précis parce que nous sommes en train de déborder. Tu m'as arraché la parole, mais j'ai été très malheureux que tu m'arraches la parole. Voilà, soyez bref et précis parce que nous avons largement débordé. Si les gens ont refusé de signer les PV, c'est parce que ce qui a été écrit sur ces PV-là ne correspondait pas à la réalité. Ne les arrangez pas. Maintenant, parlons de la STT, parce que là, je vais rentrer la thème. Parlons de la STT, Ildefonse, quelques mots. Ibrahim, permettez, parlons de la STT, quelques mots par rapport à cette rentrée syndicale. J'ai dit, et je dirai toujours que c'est des hommes et femmes qui portent en eux l'aspiration des travailleurs togolais. J'ai toujours salué leur détermination à offrir aux contribuables togolais le meilleur d'eux-mêmes. Cette rentrée sociale de la STT était autour de la qualité, la rentabilité et la qualité dans le service public. On n'est pas sans savoir que l'administration togolaise est gangrénée par des mots qu'il faut essayer de diagnostiquer et à qui il faut apporter des solutions idoines. Et je crois que cette sortie ou cette rentrée de la STT non seulement est à saluer, mais a encore démontré que les hommes et les femmes qui sont membres de cette centrale syndicale font autrement le syndicalisme. Je les salue. Très bien. Merci, on vous a compris, on a largement débordé. Sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune, mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. Nous avons largement débordé, nous ne tenons qu'à vous remercier et toutes nos excuses pour ce débordement. Nous reviendrons donc pour les sujets qui ont conduit à ce débordement. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.